Et si on parlait de Spider-Man No Way Home? Andrew Garfield, je l'ai vu, je mes yeux vus, il est de retour. Il va encore casser la gueule d'Electro. Je vous avais dit qu'il reviendrait. C'est mon modèle dans la vie, c'est moi, The Amazing Spider-Man. Je vais réveiller le quartier. Que quelqu'un me casse la gueule. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Andrew Garfield est revenu et... Putain, mais vous avez vu comment il bouffe les deux autres quand il est à l'écran? Comment il vole, il leur vole tout? C'est lui, il est là, il brille, il rayonne. L'acting d'Andrew Garfield, il est dingue. Le Peter 3 de ça, mais il est trop fort. Il est trop fort. Quand il sauve... Oh non, c'est trop... Il est trop fort. Et Donald Renew, le doubleur en VF... Il a aussi fait une perf de taré. Moi, je peux pas voir ce film autrement qu'en français parce que pour moi, Donald Renew, il est indissociable du succès du Peter d'Andrew Garfield. C'est le retour d'Andrew et Tobey, mais c'est le retour de Donald aussi parce qu'il a pas doublé que dans les Amazing Spider-Man. Il a doublé dans les jeux sur la Play, il a doublé dans les Lego. Donald Renew, c'est un Spider-Man et il est de retour aussi et il a fait une perf de taré. Bon, ça c'était le petit aparté sur Andrew Garfield. J'étais obligé de commencer par ça parce que moi... Je me suis dit, quand je vais voir ce film, Homecoming était pas foufou. Enfin, il était bien, mais il a des défauts. Far From Home est une purge sans nom. Je me suis dit, No Way Home, je vais le voir parce qu'Andrew Garfield, s'il est bien, tant pis. Ou plutôt, s'il est bien, tant mieux. S'il est nul, c'est pas grave, j'aurais eu le retour de mon Spider-Man. Et au final, du coup, est-ce que le film est bien ou pas? Et ben en fait, le film est bien. Je dirais même très bien, mais il y a quand même quelques défauts, il y a pas mal de petits trucs qui... ça l'empêche d'être un film de zinzin quoi. Après, j'avais tweeté quand le film est sorti, quand je l'ai vu le film pardon, j'ai dit ouais, c'est le plus grand film de tous les temps, ou un truc comme ça. Et je reviens pas sur ce tweet, j'ai vu le film 2 fois, et vraiment, en fait le fait d'avoir 3 Spider-Man de 3 générations différentes, réunis au cinéma, en fait je pense que vraiment aucun film ne pourra jamais réussir un truc pareil, à part à la limite s'il nous faut un Batman avec Keaton, Bale, Pattinson et Ben Affleck, mais Flashpoint il va pas vraiment faire ça, et puis c'est un film Flash avant tout, et genre c'est incroyable en fait, même dans les comics, quand ils font du Spider-Verse, ils peuvent pas faire ce qui a été fait dans ce film, et moi c'est dans cet aspect là que je trouve que c'est le plus grand film de tous les temps. Enfin, bon, je vais peut-être un peu abuser, mais ça reste un truc incroyable que aucun autre film ne pourra faire. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est pas non plus un carton sur tous les autres points? Déjà, on va parler de ce fumier de Jon Watts. Jon Watts, bon, le mec, il avait pas fait beaucoup de films avant Spider-Man. Il travaillerait sûrement au McDo si Kevin Feige n'avait pas donné du taf. Et le problème, c'est que la réal de ce film... pas non plus transcendante. Alors moi c'est pas un truc qui va me frapper la plupart du temps, hein. C'est vraiment, à part s'il y a vraiment des scènes de fous furieux, je vais pas forcément me rendre compte que la réal est bonne ou mauvaise. Je sais que j'ai un ami qui me dit toujours ouais mais The Amazing Spider-Man c'est pas ouf, les réals ils sont, les plans de réalisation ils sont pas bien. Alors déjà je suis pas d'accord parce que dans ces films là ça me frappe à quel point c'est stylé, et du coup c'est pas un truc qui me frappe tout le temps, mais là ça me dérange un peu parce que si vous regardez bien, au final, Avengers Endgame par exemple, le dernier film, il y a 1 milliard de plans qui reviennent tout le temps en photo sur Twitter. Éternel, pendant tout le film, t'es là, wow, la dinguerie. Là, dans No Way Home, il n'y a pas ça en fait. À part éventuellement le plan où il est devant l'écran du Daily Bugle avec la pluie, après avoir perdu Tante May, et vite fait, quand les 3 Spider-Man ils se posent sur la Statue de la Liberté, le plan de fin un peu où ils se tiennent tous les deux comme ça, il n'y a pas trop de plans spectaculaires, de plans cultes on va dire, même si le film il est déjà sorti, ça fait bizarre de dire ça, mais ça manque de trucs comme ça. Je veux dire, quand on regarde The Amazing Spider-Man, et je suis pas biaisé parce que c'est mon film préféré, mais quand on regarde les The Amazing Spider-Man, les mouvements de balancement, ils sont tellement stylés, tellement bien faits, les plans comme ça, que dans le jeu PS4, ils ont repris tous ces mouvements. Tobey en 2002, où il y avait encore moins de technologie, les scènes de balancement, elles sont trop stylées. Là, il y en a réellement une à la fin du film, où il a un nouveau costume en plus, et on voit même pas bien le nouveau costume, parce que la scène elle est filmée de manière chelou. Et pareil au début du film, quand c'est filmé en tout gros plan, là, quand il est avec Michel, ça bouge comme ça, c'est vraiment bizarre. Même le combat final,
il est filmé dans le noir, et d'ailleurs tous les combats, limite à part Octopus sur le pont, ils sont filmés dans le noir, mais il n'y a pas beaucoup de lumière, genre, on dirait c'est comme dans les Venom de merde là, où ils ont pas assez d'argent pour payer la CGI, du coup, ils cachent un peu ça dans des combats sombres. Mais c'est Sony Marvel, c'est Spider-Man, il y a du budget, je comprends pas pourquoi les combats c'est comme ça, parce que quand on regarde encore une fois Amazing Spider-Man, ou même Spider-Man 1, bah les combats à la fin ils se passent dans le noir, mais enfin la nuit, mais c'est éclairé, tu vois ce qui se passe, c'est fluide. Là il y a certains moments dans No Way Home, je trouve c'est pas si fluide que ça. Donc avec un autre réal que John Watts, le film aurait pu être 15 fois meilleur visuellement parlant. Mais voilà, ça c'était l'aspect technique on va dire. Après il y a d'autres choses qui font que c'est pas non plus un carton sur tous les points. Alors attention, je vous l'ai dit, le film est très bien, je parle des trucs négatifs maintenant, je parlerai des trucs positifs après, et il y a eu du très positif dans ce film. Et d'ailleurs, c'est clairement le meilleur de la trilogie Home. Est-ce que c'était compliqué ? Non, pas forcément, mais ça aurait pu être très nul ce film. On va parler après de pourquoi c'est bien, on continue sur pourquoi ça l'est pas. Et un des premiers points qui me gêne, c'est le début du film. Le début du film, jusqu'à ce que Octopus il arrive, on souffle. Non, jusqu'à ce qu'il va chez Strange un peu, et même encore là, on souffle. Genre déjà, ça commence directement après la suite de Far From Home, enfin la fin de Far From Home, pardon. Et je sais pas, il n'y a pas de scène de Spider-Man en fait, ça va être que du Peter. Alors déjà, est-ce qu'on avait besoin de voir Tante May parler de sexe ? Je pense pas. De la voir dire que Happy c'était un plan cul, je pense pas qu'on voulait savoir ça. De la voir dire à Peter t'as des problèmes de sexe, t'es coincé niveau sexe, je pense pas qu'on avait envie d'entendre ça. Surtout ça me choque un peu parce que Spider-Man c'est quand même relativement axé pour les enfants, enfin pas forcément, mais les enfants ils vont aller voir le film, et je sais pas, le fait qu'il parle de cul comme ça ouvertement, ça me choque un peu quoi. Genre j'ai pas trop kiffé ça, alors que plus tard quand les trois Peter ils vont parler du fait que Toby il tire de la toile directement depuis son corps et qu'il dit ouais des fois j'ai des pannes machin et tout ça et que ça sous-entend voilà là c'est drôle, là c'est bien amené, et là du coup le sous-texte tu l'as pas quand t'es petit, mais dire carrément t'es coincé niveau sexe, oh frère c'est Spider-Man, on s'en bat les couilles de savoir ça. Et en plus c'est un ado, c'est un gosse, enfin bref, ça c'était pas ouf. Après l'aspect procès t'es un criminel, je trouve ça va trop vite en fait. Genre ils se font arrêter, ça c'est stylé. Même la petite scène d'enquête avec Michel qui connaît tout, avec Ned qui se fait avoir comme un blaireau, tout ça, c'est sympa. Il y a Matt Murdock, d'Ardeville, qui revient, on le savait évidemment. En plus, le même jour, si vous avez suivi Hawkeye, il y a le Caïd qui est revenu dans Hawkeye. Et normalement mercredi, on sera fixé si Daredevil, Netflix est canon au MCU ou si ça va être un reboot avec les mêmes persos. Mais du coup, on a Matt Murdock qui est là, donc ils ont employé un super avocat, même il fait son petit truc pour montrer que t'inquiète. Mais genre, il y a ça, et après bam, rentrée des classes. Genre, je sais pas, on aurait pu voir le procès, qu'est-ce qui lui est arrivé, c'est trop bizarre, c'est trop flou, on sait même pas exactement comment ça s'est passé pour lui. Donc ça c'est dommage, ça allait un peu vite, c'était le seul aspect intéressant qu'il y avait, qui t'a montré que Peter, et ils l'ont pas montré. Et après bon, par contre il y avait les profs. Les profs par contre c'est les goths, quand ils montent la vitrine comme ça en étant tout coincé, alors lui il est trop fort ce mec, je suis content de les avoir revus, c'était les deux seuls bons personnages de tout Far From Home, du coup c'est cool. Mais voilà, ça reste un peu long quand même cette partie là. La première fois que j'ai vu le film forcément j'attendais que de voir Andrew et Toby, du coup c'était encore plus long. La deuxième fois que j'ai revu, j'ai plus apprécié tout le film parce que je savais qu'ils étaient là, donc j'avais plus d'attente on va dire. Mais cette scène là, l'intro c'est long quoi. Et puis voilà, les personnages je trouve qu'ils sont antipathiques quoi, Genre Ned encore ça va, même s'il est chiant parce qu'il casse toutes les situations comme d'hab. Mais Michel, je peux plus la voir, elle est insupportable. Genre même Peter en fait. Quand il va chez Doctor Strange et qu'il le fait rectifier le sort 8000 fois, c'est bon frérot. Après heureusement Doctor Octopus arrive et là le film commence. Et là ça devient intéressant, là c'est stylé ce qu'on voit. Mais parce que c'est un mec, il y a quand même des défauts. Il y a quand même des défauts parce que Doctor Octopus c'est donc la puce qu'il y a dans la nuque qui l'a rendu méchant dans Spider-Man 2. Et pourtant je le trouve beaucoup trop vénère dans le film là. Je trouve que la personnalité elle correspond pas trop. Même la façon de parler qu'il a de s'exprimer,
Je trouve qu'elle correspond pas trop, c'est un nerveux, genre limite c'est un Broly, tu sais, genre là il est trop énervé frère, c'est Vegeta le gars. J'aime pas trop. Et Electro. Alors Electro du coup, The Amazing Spider-Man 2, Electro c'est un miskin de la vie, personne ne sait qu'il existe, et c'est pour ça que quand il devient Electro et que là tout le monde le voit, et ben il veut pas perdre ça, enfin on me remarque, enfin on sait que j'existe. Et c'est un méchant super bien écrit pour ça je trouve, même si je sais pas, les gens refusent de le voir, ou refusent de comprendre comment le méchant fonctionne. Et du coup, eh ben, il était moche, il était chauve dans le travers, tout ça, et là maintenant il revient, il est trop beau gosse. Alors ça à la limite, soit il a récupéré un corps parce que l'énergie elle est différente dans cet univers-là, soit ça me dérange pas. Mais pourquoi il flex comme ça? Il est tout le temps là à faire le malin, à faire le mec, à faire le caïd, à envoyer des pics à tout le monde. Genre, il est pas comme ça Electro dans The Amazing Spider-Man 2. Pourquoi d'un coup il est comme ça? C'est trop bizarre qu'il ait changé de personnalité d'un coup. Le lézard c'est pareil, il arrête pas de faire des vannes tout le temps. Ouais, t'as un nouveau look, si tu veux, moi je te relook, je vais te faire un lézard. Frère, va te faire foutre. C'est pas le lézard ça. Par contre, le bouffon vert, big respect, mais ça lui on en parlera après parce que frère, lui c'est trop. Mais ouais, Octopus le bouffon, Octopus Electro et le lézard du coup. Le lézard un peu moins quand même, mais chelou. J'ai pas trop kiffé comment ils ont réécrit les personnages, après visuellement ça pète. Et les conclusions des personnages, elles sont très cool quand même, donc ça va. Genre quand Octopus il redevient gentil, qu'après il les aide carrément et qu'il discute avec son Peter, c'était trop cool, la scène était trop bien. Même Electro quand il redevient gentil, qui dit ouais je pense que la tête est noire, petite référence à Miles Morales, la scène est trop cool. Et d'ailleurs Octopus il est gentil, il aide les gentils, il essaye de choper le bouffon vert avec son tentacule à la fin et même pas, ils lui ont fait dire je te suis supérieur. Il a pas dit supérieur de tout le film. Ils avaient l'occasion de dire le sort en est jeté, sa catchphrase là. Il l'a jamais dit, c'est trop dommage. C'est trop dommage, ils auraient trop dû le faire dire je te suis supérieur. Norman quand il attrape le planeur là, ça aurait fait waouh, ça aurait trop bien. Mais en référence au Super Spider-Man du coup évidemment. Mais du coup ils l'ont pas fait. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas ça qui va gâcher le film évidemment que non. Mais voilà, Electro, Octopus, un peu chelou, la personnalité des personnages. Et à part ça, en vrai, je pense que c'est un peu tout ce que j'ai de négatif, vraiment, qui m'a dérangé dans le film. Après, dans les autres points un peu dommages, c'est que ils ont pas tant que ça utilisé les thèmes des anciens Spider-Man. Après, est-ce qu'ils avaient l'occasion de le faire? En fait, je pense pas. Réellement, dans le film, il n'y a pas vraiment de moment où tu peux mettre en fanfare le thème de Tobey et Andrew. Tu les entends discrètement quand ils arrivent. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont déçues parce que ils arrivent dans la cuisine de la grand-mère de Ned. Et que on aurait peut-être préféré une arrivée un peu plus épique, je sais pas. Mais si on avait eu une arrivée un peu plus épique pendant un combat par exemple, on les aurait peut-être moins vus je pense. Donc là c'est un bon compromis. J'ai bien aimé comment ils arrivent par les portails, personnellement dès que Ned il ouvre le premier portail et que tu le vois de dos, j'ai commencé à pleurer, je l'ai reconnu direct, c'était trop stylé la scène. Mais la grand-mère elle cache les couilles, elle cache la scène, genre quand ils sont les deux en face là qui se regardent, qui s'envoient la toile et qu'après elle parle dans sa langue pendant 15 ans frère. Ferme ta gueule, c'est trop chiant, on est là pour voir les deux Spider-Man qui sont réunis, pas pour que vous nous désamorcez toutes les scènes avec vos blagues de merde. Bref, pardon, je me calme. La scène était quand même cool, malgré ça c'était quand même bien. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'ai pas kiffé dans le film. Si, il y a encore une chose et c'est la parfaite transition pour ce que je veux dire de bien sur le film. La dernière chose que j'ai trouvé naze, c'est la mort de Tante May. La mort de Tante May, c'est John Watts encore je pense, c'est un problème de réalisation. On a du coup le bouffon vert qui capte que Tante May c'est le compas moral, la boussole de Peter, c'est elle qui le guide dans ses bonnes actions. Et du coup il décide de la tuer pour supprimer ça à Peter machin et tout. Et du coup je trouve que Marissa Tomei elle joue mal dans cette scène en plus, quand elle court avec le sac et quand elle prend le marteau, c'est limite gênant un peu. Et elle se prend le planeur du bouffon vert dans le zoo. On rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu Spider-Man 1, le bouffon vert qui a une super force, il l'a bien montré dans ce film, et donc de pair avec la super force, il a une super résistance, il a une armure, et pourtant le planeur ça l'a tué quand il se l'est pris dans Spider-Man 1. Tante May, elle a une chemise.
elle se prend le planeur, ça la pousse. C'est Solem, elle a une peau d'adamantium, c'est comment le... Enfin, gros, bref, ça la pousse. Après, le bouffon, il lance une bombe. Peter, il arrive à la dévier, du coup, l'explosion ne touche pas Tante May. J'étais un peu déçu parce que, au-delà du fait que j'aime pas le personnage, il faut que Peter, il ait des pertes au bout d'un moment. Ça fait 3 films qu'il fait n'importe quoi. Même là, encore à ce moment-là dans le film, il continue de faire n'importe quoi. Il faut qu'il ait une perte pour se rendre compte que être un super-héros, c'est pas comme être dans un club de foot. Donc, voilà. Et du coup, elle meurt pas. J'étais en mode, putain, il fallait la tuer, quoi. Elle se relève, et là, bon, respect, elle fait un discours stylé. Elle fait un discours stylé, un peu émouvant, où elle dit la maxime iconique de Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et là, tu te dis, ok, stylé. Et je m'attendais même à ce qu'elle fasse une référence à Oncle Ben à ce moment-là, mais elle l'a pas fait, et on va parler d'Oncle Ben plus tard. Et du coup, elle fait son discours, et il est un peu long quand même, tu vois. Et là, d'un coup, oh, elle tombe. Et genre, elle tombe. Tom, il lui met la main, on sait pas où, on sait pas qu'est-ce qu'elle a comme blessure. Il a 2 gouttes de sang sur le doigt, et elle meurt. Qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qu'elle a comme blessure? Elle a eu le temps de se relever, de parler, tout ça avant de nous. Enfin, la mort, elle est trop bizarre, genre. Je trouve ça nul. Et au final, même, je trouve plus émouvant Happy qui est en train de se faire embarquer à côté, qui dit à Peter de s'enfuir, que la mort de Tante May. Après, c'est quand même stylé. Le jeu d'acteur de Tom, il fait beaucoup dans cette scène. Mais la mort de Tante May en elle-même, oh, c'était nul. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est très important pour le personnage. Petit retour en arrière, pour ceux qui l'ignorent, mais ça m'étonnerait, Peter Parker, il devient Spider-Man quand Oncle Ben meurt. Vous l'avez vu dans les films, vous l'avez vu dans les dessins animés, vous l'avez vu dans les jeux. Il est là, il a ses pouvoirs, il s'en sert pas forcément. Oncle Ben meurt, 2 grands points impliquent de grandes responsabilités, je vais aider les gens, je deviens Spider-Man. Mais ce que pas mal de gens ne savent pas forcément, c'est que dans les comics, de base, quand il a les pouvoirs qui se fait mordre par l'araignée, il va faire du catch, il va faire des thunes avec ses pouvoirs. Il s'en sert pour se mettre bien. Il s'en sert pas du tout pour aider les gens, et pendant un moment, parce que là, dans le premier de Sam Raimi, il fait un combat, mais dans les comics, il fait pendant un moment ça. Et du coup, eh ben, c'est quand Oncle Ben meurt plus tard que là, il a la maxime et qu'il se rend compte, merde, j'aurais pas dû utiliser mes pouvoirs comme ça pendant tout ce temps, maintenant je deviens un super-héros. Et réellement, je le répète, Peter Parker devient Spider-Man quand Oncle Ben meurt. Et en fait, du coup, on le comprend plus ou moins quand Toby et Andrew, ils lui disent Tante May n'est pas morte pour rien. Et si c'est pas clair, on le comprend encore à la fin du film quand il est devant la tombe de Tante May. En fait, Oncle Ben n'existe pas dans le MCU. Même s'il y avait la valise avec ses initiales dans Far From Home, il n'existe pas dans le MCU en fait, Oncle Ben. Et c'est la mort de Tante May du coup. C'est Tante May qui est Oncle Ben dans cet univers-là, dans l'univers du MCU. Et c'est la mort de Tante May qui va faire passer Peter Parker de Peter Parker à Spider-Man. Et là vous allez dire non, c'était déjà Spider-Man avant, mais je suis désolé, mais je suis pas d'accord. Alors dans Homecoming, certes, mais du coup il y a Far From Home qui nique tout son développement derrière. Parce que dans Far From Home, plutôt que de sauver le monde, il préfère aller gérer une meuf qu'il ne calculait absolument pas il y a 3 mois, et que là il est complètement dingue d'elle au point de délaisser le sort du monde pour aller sortir avec cette meuf. Et la meuf elle le calcule pas non plus en plus. Et genre, c'est pour ça que je déteste ce film, ça n'a aucun sens, il est pas responsable du tout dedans. Et même encore pire, hein, parce que dans les 2 premiers films, il suce bien Iron Man quand même, ça en devient chiant, et heureusement qu'il n'y a plus ça dans le 3. Il a l'héritage d'Iron Man, de son mentor, de son modèle, et il préfère le donner à un inconnu pour aller gérer une meuf. Alors que ça peut détruire le monde, cet arsenal. Et vous vous rendez compte à quel point c'est pas à Spider-Man de faire ça? Et pareil, même dans No Way Home, hein. Quand il va voir Doctor Strange pour lui demander le sort pour ses amis, ça oui. Mais quand une fois que Doctor Strange il lance le sort, attends tu peux changer ça, tu peux changer ça, tu peux changer ça, tu peux changer ça, ça c'est être égoïste. C'est égoïste ça, c'est pas Spider-Man. Et du coup, Tante May meurt, il comprend, les autres Peter ils lui font comprendre aussi, et là, il devient Spider-Man. Là ça y est il a compris. Et on le voit encore à la fin du film quand il va aller dire à Doctor Strange, maintenant tu m'effaces de tout le monde, alors qu'au début du film, il voulait pas que ses potes et que sa famille oublie que c'était Spider-Man pour pas perdre les souvenirs. Là carrément il dit je veux qu'il m'oublie net, sec, je perds tout, nique sa mère, c'est pas grave. Ça c'est être Spider-Man et ça m'a fait plaisir. Et du coup la scène de fin
où il va au café et qu'il veut se représenter à Michel et Ned et qu'il le fait pas parce qu'il voit qu'ils sont heureux, qu'ils vivent mieux sans avoir Spider-Man qui met en danger leur vie, qui peut gâcher leur vie comme c'était le cas au début du film, et il décide de pas les remettre dans sa vie, et ben la scène, beaucoup ont trouvé la scène émouvante parce que forcément c'est triste, il perd sa meuf, tout ça, mais moi j'avais les larmes aux yeux à cette scène, pas à cause de ça. Parce que dans ma tête j'arrêtais pas de me dire c'est Spider-Man, c'est Spider-Man, c'est Spider-Man, c'est enfin Spider-Man. Et même après, hors de la mentalité, et ben il a un appartement de merde, il a fait lui-même son costume, il a piraté la radio de la police pour aller aider les gens, il a un costume rouge et bleu, enfin putain de merde. C'est Spider-Man, c'est enfin devenu Spider-Man, ça aura pris 3 films, mais ça y est. Et du coup, le personnage que j'aimais pas du tout, que je détestais, hein, ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez à quel point je l'aime pas, et ben, c'est pas Zola a dit j'excuse moi, a dit j'accuse moi, je dis je m'excuse. Non, je m'excuse pas, je l'aime toujours pas la version Far From Home Homecoming, mais maintenant là, il a évolué, et là maintenant, j'ai hâte de voir son futur, et j'espère que ça va continuer sur cette voie, parce que là, et ben la voie qui lui est pavée, elle est royale, et ça peut que être bien, je pense, et j'espère vraiment, vraiment, vraiment. On va parler d'autres points positifs du film, Willem Dafoe. Le meilleur méchant de Spider-Man au cinéma, le meilleur méchant du MCU. No casquette, il est meilleur que Thanos, je le dis, c'est trop, il est trop fort, l'acteur est incroyable, il a 66 piges, il fait lui-même ses cascades, hein. Il a fait une Batista bombe à Spider-Man à travers le sol, c'est lui qui l'a fait, enfin je pense, hein, mais en tout cas il a fait lui-même ses cascades, il a dit je reviens que si je peux me battre moi-même et faire les cascades, il est trop fort. Le doubleur VF, monstrueux, c'est le même que dans Spider-Man 1. Petit point de dommage avec la VF du coup, parce que avant je disais qu'elle est très bien. Petit point négatif, Doc Ock, l'homme sable, et c'est tout. Doc Ock et l'homme sable, ils ont plus les mêmes VF. Ça c'est un peu dommage. Mais le bouffon vert est incroyable, parfait de A à Z. Il était déjà excellent dans Spider-Man 1, il est encore plus dans ce film-là. Il est vraiment trop fort. Il dit à Peter je vais te rectifier avant de tuer Tante May. Là tout ce que je vous ai dit pendant 5 minutes ça prouve que effectivement il l'a fait, il a pas menti. Et merci d'avoir fait ça. Seul petit point de dommage, pour moi la plus grande scène de l'histoire de Spider-Man, et même des comics en général, c'est quand, dans Super Spider-Man, pour ceux qui ne le savent pas, le Dr Octopus il vole le corps de Peter. Peter il meurt et Octopus devient Spider-Man. Le bouffon vert découvre ça, et au final Peter récupère son corps pour aller l'affronter. Et pendant le combat, il y a ce plan légendaire où le bouffon vert il se rend compte que c'est de nouveau Peter dans le costume, et il le regarde et il fait « C'est toi ». Et cette scène elle est indescriptible. Et en fait je m'attendais trop du coup à ce qu'il y ait un combat, à ce que pendant le combat d'un coup il y a le Peter de Tobey en fait, qui lui dit un truc et qui fasse pareil tu vois, qui dit « C'est toi ». Mais ils ont même pas interagi de tout le film, et ça c'est trop dommage. Ça c'est trop dommage, mais le personnage du bouffon vert a été parfait, et puisqu'on parle de Tobey, grosse performance de la part de Tobey aussi, hein. Franchement, il est trop chaud, il est trop fort, et à la fin du film, quand il arrête le planeur pour empêcher Peter de tuer le bouffon vert, le regard, non, il est fort, mais apparemment il a fait chier parce que c'était le dernier à signer son contrat pour le film et tout ça, donc je suis pas sûr que lui on le reverra en tant que Spider-Man. Par contre, Andrew Garfield, que vous arrêtez pas de dire, vous nous croyez pas là, hein, ça fait des années qu'on vous dit que c'était le meilleur Spider-Man, le meilleur Peter Parker, vous nous croyez pas. Maintenant sur Twitter, je vois que ça arrête pas de dire il est trop fort, on veut des suites, hein. Vous retournez vos vestes, j'ai même pas le seum, je suis trop content, je suis trop heureux, enfin vous vous en rendez compte. Et bah lui apparemment, ça vient de sources sûres, hein. Apparemment, Sony et Disney, ils voudraient le réengager pour de multiples projets. Peut-être un The Amazing Spider-Man 3, peut-être d'autres trucs, je sais pas, mais en tout cas, je ne serai plus jamais triste s'il revient. Et j'ose le dire, je serais plus heureux si Amazing Spider-Man 3 voit le jour plutôt que si j'épousais la femme de ma vie. J'ose le dire. Donc Sony, Marvel, faites ce que vous voulez, ramenez Mark Webb. Et là c'est trop. Là c'est trop. Et voilà, en gros j'en ai parlé au début de la vidéo, c'est le GOAT du film, clairement MVP. Après, qu'est-ce qu'on n'a pas encore trop parlé? On n'a pas trop parlé de Ned et Michel. Michel casse-couille, sauf à la fin un peu quand elle l'embrasse, que c'est la fin, ça c'est un peu sympa, mais bof encore. Elle change de personnalité dans tous les films, vous avez remarqué? Dans les 3 films elle a une autre personnalité, bref. Ned, bah il est chiant parce qu'il désamorce la plupart des scènes dramatiques. C'est un peu rigolo au fait qu'il sait faire de la magie parce que
quand il va dans le cabinet de Doctor Strange, il dit ouais, dans ma famille, ma grand-mère elle dit qu'on a de la magie, des fois ça me picote au bout des doigts, nanani. Et au final bah, il a montré qu'il sait en faire, mais je pense qu'il n'y aura pas de suite avec ça. C'est aussi rigolo le fait que Ned il a demandé à Peter, Toby, s'il avait un meilleur ami, il dit ouais, machin, nanani. Et après il va dire à son Peter, je deviendrai jamais un super vilain pour te tuer, machin. C'est drôle parce que c'est ce qui lui est arrivé dans les comics quand il est devenu le super bouffon, même s'il s'est fait laver le cerveau par le vrai super bouffon. D'ailleurs en parlant de ça, c'est un peu dommage que le Peter de Andrew n'ait pas insisté davantage sur le fait qu'il ait perdu son Harry de la même façon, enfin que son Harry soit devenu méchant aussi, son meilleur pote, et qu'il n'ait pas non plus parlé de son oncle Ben, mais le chipote. Je pense que Ned, Michel et d'ailleurs Flash aussi, je pense qu'on les reverra plus en fait, et même Happy. Je pense qu'en fait tous les personnages secondaires qu'il y a eu dans les 3 premiers films Spider-Man ne reviendront pas dans la suite parce que bah, déjà Ned et Michel ils partent à Boston alors que Peter il reste à New York. Il y a eu un débat là-dessus sur un live et non en fait genre la candidature de Peter elle a été effacée. La candidature de Peter au MIT elle n'existe plus vu que tout ce qui se rapprochait, tout ce qui se rapportait à lui ça a été effacé. Donc pour moi sa candidature elle n'existe même plus en fait. Lui il va rester à New York. Et me dites pas qu'il va aller à Boston parce que putain New York c'est un élément central, c'est un personnage principal de Spider-Man. En 3 films Spider-Man on n'a jamais eu New York. Maintenant il est temps d'avoir du Spider-Man dans New York s'il vous plaît. Donc je pense que voilà, enfin non je suis persuadé que Spider-Man il reste à New York, les autres ils partent à Boston, Flash aussi hein. Du coup on les reverra plus, il les remet pas dans sa vie pour pas leur niquer leur vie donc on les reverra plus ces mecs là. Et Michel non plus. Et tant mieux parce que je les supportais pas ces personnages. Et du coup il va se construire un nouvel entourage avec je pense Harry Osborn, peut-être Gwen Stacy, peut-être Mary Jane Watson, mais bon maintenant apparemment Michel s'appelle Watson donc je pense pas. Mais je pense que ça va être Harry et Gwen du coup sûrement. Peut-être Carly Cooper, on sait pas, on verra. Mais la chatte noire aussi, peut-être. Mais je pense qu'il y aura Harry en tout cas, qui va enfin reprendre sa place, qui a eu le droit. Mais voilà. Je pense qu'on ne verra pas ces personnages, donc je l'ai dit 15 000 fois. Donc ça c'était pour Ned et Michel. Et enfin, on va quand même parler encore un peu de Andrew, je suis désolé. Hein. Dès qu'il fait référence à Gwen, c'est trop. Et genre, quand il attrape Michel pour la sauver, oui j'étais un peu deck parce que je voulais qu'elle meure, évidemment, je l'aime pas. Mais quand il l'attrape et qu'il la regarde en pleurant, en souriant, c'est trop. C'est le roi du monde, c'est le roi du monde. Et d'ailleurs, on parlait de la réal tout à l'heure, hein, la scène c'est nul en fait. C'est trop dommage, il l'attrape, fou, direct, hop là, il plonge, il la chope, atterrit. Ça a duré un claquement de doigts la scène. Je sais pas, il aurait pu faire un ralenti, il aurait pu lui refaire lancer la toile, et cette fois il la chope, il la remonte vers lui, j'en sais rien. Mais voilà, John Watts. Et John Watts on his way pour niquer les 4 Fantastiques une 3e fois au cinéma, let's fucking go. Bref, je m'égare, je pense que ça y est maintenant j'ai vraiment parlé de tout. Il est temps de passer à la scène post-crédit. La scène post-crédit, j'ai soufflé hein, quand je l'ai vu, vraiment. Alors, un petit retour en arrière encore une fois. Eddie Brock, Venom, à la fin de cet étron qu'est Venom 2, et il est transporté dans le MCU, devant sa télé, où il voit le reportage Peter Parker et Spider-Man. Il se lève, il lèche la télé en mode on va aller le graille, et du coup les gens ils se disaient ouais ça va être le 6ème méchant pour faire les Sinister Six. Au final c'est pas les Sinister Six, hein, même si des mecs qui crient fort et qui prennent pas de douche, ils vous ont dit qu'il allait avoir les Sinister Six dans le film, c'était pas les Sinister Six du coup. Donc voilà, et au final là bah, il boit des coups, et il dit ouais on ferait mieux d'aller voir ce Spider-Man, donc c'est même pas cohérent avec la scène de Venom 2, hein. Et bah, c'est pas cohérent avec le film non plus. Puisque Doctor Strange il dit toutes les personnes qui savent que Peter Parker est Spider-Man dans les autres univers, ils sont venus. Alors qu'est-ce qu'il fout là lui? Bah lui il sait pas. Bref il disparaît. Dieu merci, casse-toi, dégage. Et il laisse derrière lui un bout de symbiote. Alors du coup, dans les comics c'est comme ça que les symbiotes se reproduisent plus ou moins. C'est comme ça que Carnage est né, hein. Il y a au moins 3 vidéos sur le sujet sur la chaîne. C'est pas Carnage évidemment. Ça va pas être Sleeper non plus, l'autre enfant de Venom, hein. Ça va clairement être un Venom. Donc qui va ramasser ce symbiote? Je pense que je suis persuadé que du coup Peter il va prendre le symbiote dans Spider-Man 4 et qu'il va s'en séparer, et que dans Spider-Man 5 il y aura Venom. Alors qui ça va être? Ça va pas être Eddie Brock parce que je pense qu'ils vont pas caster un autre mec pour le faire, même si va y avoir 2 Spider-Man vu qu'Andrew revient. Je pense pas non plus que Tom Hardy va jouer une autre version d'Eddie Brock dans cet univers là. Et ça va pas être Flash
va faire Agent Venom pour des raisons évidentes. Déjà, le personnage est sorti du truc, c'est un petit intello nerd de merde. Le personnage est nul à chier dans cet univers-là. Et en fait, Flash, il devient l'Agent Venom, lui là, dans les comics, parce que c'est un vétéran de l'Irak qui a perdu ses jambes et du coup il donne le symbiote. Bref, on s'égare. Le Venom le plus connu du grand public, ou plutôt des lecteurs de comics casus, et ben c'est le Venom qui est dans Civil War, qui est dans Secret Invasion, qui est dans Siège, qui a des années 2000 à 2010. Ce Venom là, il est dans tous les événements, c'est ce qui est souvent le plus lu par le grand public qui veut un peu lire des comics. C'est pas Eddie. C'est pas Eddie. C'est Mac Gargan. Et Mac Gargan, il est déjà dans le MCU. Il a été teasé à la fin de Homecoming, où il dit qu'il veut se venger de Spider-Man. Il se fait déjà appeler le Scorpion, parce que Mac Gargan c'est le Scorpion avant de devenir Venom. Et chose intéressante, Mac Gargan devient un Scorpion quand J. Jonah Jameson du Daily Bugle lui offre un costume pour aller détruire l'araignée. Tout est lié, tout s'emboîte. Alors je sais pas s'il va devenir un Scorpion ou s'il va devenir directement Venom, mais peut-être que Spider-Man 4 ce sera Spider-Man symbiote noir, enfin costume symbiote, contre le Scorpion, et qu'à la fin du film, Scorpion récupère et devient Venom pour Spider-Man 5. En plus, Gargan c'était la pire version de Venom, il est terrifiant, Gargan c'est un psychopathe. Michael Mundo il est parfait pour jouer ce personnage. Donc je suis persuadé que ça va être lui Venom, ça fait aucun doute pour moi. Voilà, et d'ailleurs pour faire un petit retour en arrière, encore une fois, par rapport au sort de Doctor Strange du coup. Parce que ça c'est vrai qu'il y a des incohérences un peu dans le film parfois. Le sort de Doctor Strange il fait que toutes les personnes dans le multivers qui savent que Peter Parker et Spider-Man se retrouvent dans le MCU. Pourquoi il n'y a pas Harry, pourquoi il n'y a pas l'autre Venom, Gwen et Mary Jane, on aurait pu les voir peut-être éventuellement. Même si c'est juste à la fin, vous savez, quand tout le monde disparaît, rentre dans leurs univers, je sais pas, même tu prends des images d'archives, tu les fais se retourner, tu prends une scène de l'ancien film et tu la fais disparaître. Ça aurait fait le taf, ça aurait fait plaisir aux fans de les revoir. Et du coup, non, elles sont pas là. Et même, et ça c'est le problème du multivers en fait à chaque fois, si tu prends au sens plus large, bah où est Wolverine? Où est le Docteur Octopus des comics? Où est Luke Cage? Où sont les 4 Fantastiques? Où est Miguel O'Hara? Où est Spider-Gwen? Où est Silk? Vous voyez ce que je veux dire? De dire ça c'était pas un bon bail parce que ça crée des incohérences vis-à-vis du multivers, parce que les comics, les films, les jeux vidéo, les jouets, les dessins animés, tout se passe dans le même multivers. Hein. Du coup, bref, évidemment que ça allait être que les 3 univers cinématiques des Spider-Man qui allaient être ensemble. Cinématique, n'importe quoi, cinématographique. Mais voilà, du coup, c'est bizarre. Et c'est bizarre qu'il n'y ait même pas tous les personnages des films, du coup, parce que les 2 Harry, ils auraient pu être là. Peut-être qu'ils voulaient pas mettre 3 bouffons verts. Bref, il fallait parler de cette incohérence. Et rapidement, encore une fois, les méchants, du coup, on n'a pas parlé de l'homme sable et du lézard. Ils ont pas dans le film, en fait. Ça, c'est le petit avantage de la VF, c'est que du coup, on a la même VF que dans The Amazing Spider-Man pour le lézard. L'homme sable, il est en sable tout le film. En fait, ils sont pas dans le film, Tom Church et Reese Evans. Ils sont pas là. Parce que le lézard, hein, Amazing Spider-Man, je l'ai vu 1000 fois, hein, je sais. Quand il redevient humain, c'est la scène de The Amazing Spider-Man, en fait, quand il redevient humain. Il est même en train de chialer. Pourquoi il est en train de chialer à la fin de No Way Home? Il n'a pas de raison de chialer. C'est la scène de ça, en fait. Et l'homme sable, pareil, quand il regarde sa main qui redevient humain, c'est la scène de Spider-Man 3, en fait. Parce qu'en plus, si vous regardez, les personnages, une fois qu'ils redeviennent humains tous les deux, ils ne parlent pas, ils n'interagissent pas avec les autres personnages, on ne les voit pas à l'écran avec d'autres personnages. Ils n'étaient pas là pendant la promo du film, alors qu'il y a eu plein d'interviews avec Molina, Defoe et Fox, et eux ils n'ont jamais été là, alors qu'ils ont été vendus aussi dans le merch du film. Et troisième chose, ou cinquième plutôt, je sais pas, j'ai pas compté, mais j'ai 5 doigts, ils sont pas crédités. En fait, tu sais, vous avez le générique en animation avant la scène avec Venom, et dans laquelle il y a Andrew et Toby et tous les autres, tout ça, et il n'y a pas ces deux-là en fait. Après, ils sont au générique, oui, de fin, normal, mais c'est des images d'archives, comme ils avaient fait avec Natalie Portman dans Endgame en fait. Donc ils sont pas dans le film, ça c'est un peu dommage quand même. Mais bon, allez, on s'en fout. Et encore une dernière chose dont j'ai pas parlé, cette vidéo elle est trop longue, désolé, mais il y a tellement de choses à dire. C'est que quand il y a les failles qui s'ouvrent dans le ciel, les failles violettes là, vous savez, on voit un peu des silhouettes blanches. Alors déjà, tout au début du film, quand il y a ça, c'est le lézard. Et du coup, après, on en revoit à la fin. Et du coup, j'avais pas capté qu'est-ce que c'était. Il y avait un gros bout avec une lance, j'étais en mode, c'est quoi ce truc? En fait, j'ai vu un tweet d'un gars qui disait, ouais, Sony qui se sert de la fin du film pour teaser tous leurs projets de merde. Et du coup, quand je suis retourné voir le film, j'ai capté.
Parce que le mec avec la lance en fait c'est Kraven le chasseur, puisqu'il va y avoir un film Kraven sans Spider-Man du coup, où il sera joué par Aaron Taylor Johnson, donc Quicksilver du MCU. Est-ce que maintenant que Andrew Garfield il va revenir dans des projets, est-ce qu'il va devenir le Spider-Man de l'univers de Sony? J'espère, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, The Amazing Spider-Man 2 il aurait dû être suivi d'un film Sinister Six, The Amazing Spider-Man 3, Black Cat, Venom, nanana, etc. Sauf que comme ça s'est arrêté, ils continuent de faire ces films-là, Sony, mais sans Spider-Man dedans. Du coup, c'est de la merde. Mais s'ils reviennent et qu'ils refont leurs plans initiaux avec Andrew Garfield, là, ça peut être stylé. Je m'égare, encore une fois. Donc on voit Kraven, à côté de lui, il y a une femme, en tout cas une silhouette avec des cheveux longs qui tend le bras. Je pense pas que c'est Morbus, hein, je pense que c'est un chat noir, parce qu'il y a des projets avec elle aussi. Et ensuite, il y en a un où on voit le Rhino, mais pas le Rhino des The Amazing Spider-Man, hein, c'est vraiment un mec avec une corne. Alors peut-être que dans le film Kraven, il va chasser le Rhino. Et il y a des gens qui ont dit qu'ils ont vu Doppelganger, donc la version monstrueuse de Spider-Man qui a 6 bras. Et ils ont parlé d'un autre personnage, je ne sais plus qui c'est. Mais apparemment, il y en a qui aurait vu Morlun. Alors je comprends pas comment vous avez pu voir Morlun, parce que Morlun, du coup, c'est le méchant de Spider-Verse. C'est une espèce de vampire. Donc le mec il a un costume normal, il a des cheveux longs, enfin comment tu distingues Morlun? C'est Morbus plutôt à la limite s'il y avait un mec avec des cheveux longs. Mais voilà. Donc ça tease un peu des trucs de ce qui va arriver, donc le Rhino va arriver en vrai dans les films. Tant mieux, moi je l'aime bien le Rhino. Il peut être touchant, donc s'il l'adapte bien, pas comme aux Amazing Spider-Man 2, ça va beau être mon film super-héros préféré, il est pas sans défaut. Voilà. Je pense que cette fois c'est bon, on a vraiment tout vu. Venom, la scène post-crédit, heureusement qu'il est parti, vraiment je suis trop content. On voulait pas ce personnage. Kevin Feige a été trop fort sur ce coup-là. Il a ramené Venom dans le MCU sans ramener le Venom pourri de Venom 1 et 2. Et ça, c'est très très fort. Ça, c'est très 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 fort. Du coup, deuxième scène post-crazy. Ce n'est même pas une en fait, hein, c'est la bande-annonce de Doctor Strange. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait ça. La dernière fois, c'était la Captain America 1, où il y avait la bande-annonce d'Avengers. Donc là, on a la bande-annonce de Doctor Strange 2, putain de merde, qui rend fou. Alors on aperçoit brièvement America Chavez, la latina avec le gilet avec l'étoile derrière. Alors elle, vraiment vous n'êtes pas prêts. Et d'ailleurs, cette bande-annonce, elle est seule, hein, 2 minutes là. Ça propose des meilleurs plans, de la meilleure mise en scène que tout le film qu'on vient de voir. Mais j'arrête de tirer sur John Watts, c'est bon, promis, j'ai terminé. Mais du coup on voit brièvement America Chavez et vous n'êtes pas prêts pour quand vous allez la voir en action tellement elle est incroyable. On voit Shuma Gorath, sa mère. La grosse pieuvre avec l'œil là, sa mère, qui a été teasée dans What If, épisode 1 et 4. Il est là, ça y est, ça c'est un monstre qui vit entre tous les univers et qui se nourrit du multivers. Je sais même pas comment ils vont le battre, c'est impossible qu'ils battent ce mec. Et pour ceux qui connaissent Marvel vs Capcom, et ben voilà, vous savez quel personnage c'est. On voit brièvement, non, on voit la sorcière rouge, on voit le baron Mordo qui a un nouveau look tout drip avec ses locks là, trop stylé. On voit pas Cléa, on voit pas le docteur Vaudou, alors c'est des rumeurs pour l'instant ces personnages là, donc à voir. On voit évidemment à la fin le Docteur Strange maléfique de What If. Donc si vous n'avez pas vu What If, bah regardez au moins l'épisode 4 et 10 pour savoir qui est ce Doctor Strange, qui sera du coup apparemment, a priori, l'antagoniste principal de Doctor Strange 2. Et là du coup il y a eu des reshoots du film qui ont eu lieu pour mettre encore plus de caméos. Genre vraiment No Way Home là, vous avez vu Daredevil, Spider-Man, nanani, c'était l'apéritif. Hein. On parle de mecs chauves, on parle de mecs qui manipulent le métal, on parle de ça là-haut, en bleu. Genre, ça... Je rappelle qu'au tout début il y avait des rumeurs de Tom Cruise en Iron Man. Le film ça va être un bordel, ça va être incroyable si c'est bien fait et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas parce que Sam Raimi. J'ai pas besoin d'en parler plus. Donc voilà. Hein, bilan, No Way Home est quand même très cool, même s'il y a pas mal de défauts, hein, il est trop bien, parce que voilà, le fanservice de revoir les anciens méchants, même si certains sont mal écrits, le bouffon vert et Octopus restent très cool, même parce qu'Octopus, voilà, Octopus j'ai dit il est vénère un peu au début, c'est chiant, mais quand il redevient gentil, il est trop bien. Le bouffon vert est parfait, voir les 3 Spider-Man interagir ensemble, mais putain, mais c'est trop bien, c'est tellement beau, c'est tellement cool. Voilà, quand il le débloque le dos, quand il dit c'est trop cool d'avoir des frères, quand ils se font câlin, ah, t'as mal et tout, c'est trop bien. C'est trop bien. Et ça c'est si je réalise toujours pas qu'on ait vu ça en fait. Je l'ai vu 2 fois le film, je réalise quand même toujours pas qu'on ait vu ça. Et du coup voilà, même si ouais, il y a certains petits défauts, le film il reste trop bien, ça reste incroyable, je le répète, d'avoir rassemblé 3 générations de Spider-Man.
sur grand écran, c'est infaisable dans les comics pour une fois un truc pareil. Donc ça, chapeau. Pas à John Watts, hein, parce que lui... J'ai trop parlé, cette vidéo est interminable. Oh putain, 40 minutes. Wow. Je suis désolé. J'espère que je vous aurais pas trop fait chier. Que vous m'avez écouté ou pas, je sais pas. Bref, merci d'avoir regardé quand même. Merci d'être resté jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. Abonnez-vous pour pas rater le reste. On parle beaucoup de comics sur la chaîne, hein, si vous la découvrez maintenant. On a parlé de Hawkeye récemment, on va parler de Hulk bientôt. Et donc abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la si vous avez des amis qui ont 40 minutes à perdre. Et on se retrouve très bientôt pour toujours plus de comics, de films, de super-héros. C'était Warvel, ciao.